Bonjour à tous. Donc je vous demande d'accueillir Thomas qui nous vient de Xebia, qui va vous parler test pendant une bonne session, une bonne demi-heure, et notamment Robotium et Espresso. Et je vous laisse apprécier cette belle conférence. Bonjour à tous. Oula, c'est un peu fort. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation. Enfin, je vais essayer d'arbitrer un match entre deux poids lourds des tests fonctionnels. Donc d'un côté, on aura Robotium et de l'autre, Espresso. Alors je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Thomas Guérin, je suis développeur Android. Je suis test addict. Dès que je commence un projet, je mets de suite en place les tests. C'est ma marque de fabrique. Et je suis niveau 15 à Destiny pour ceux à qui ça parle. Je vais commencer par une toute petite question. Qui dans la salle n'a pas de test fonctionnel sur son projet? Soyez honnête. Ok. Vous êtes venu à la bonne session alors. Je vais vous donner raison. Pourquoi ne pas faire de test? Souvent on entend mes tests durent des heures. C'est chiant, à chaque fois que je fais une modification, je suis obligé d'attendre 10 minutes que mon test se relance. Je ne peux pas avancer sur ma tâche, c'est vraiment agaçant. Ou par exemple, tester, c'est pas toujours simple. C'est vrai que les librairies peuvent être parfois compliquées, se retrouver à écrire 15 lignes de code pour faire une action. À la fin, on en a un peu marre. En plus, mes tests, ils échouent aléatoirement. C'est-à-dire, j'arrive le lundi matin, j'ai toute ma batterie de tests qui échoue, je la relance, tout marche nickel. Voilà la confiance envers ma librairie. Et il y a aussi le cas où je vais devoir corriger tous les tests alors que je fais juste une toute petite modification dans mon code. Toutes ces critiques, finalement, décrivent ce que doit être un test pour un développeur. Un test, en fait, il doit être simple. C'est-à-dire qu'il doit être facile à écrire. On ne doit pas écrire des plâtrés de code pour faire une action. C'est vraiment, l'API doit être efficace. Mais un test doit aussi s'exécuter rapidement. Si un test il met 5 minutes à chaque fois à se lancer, c'est clair qu'on perd du temps sur l'objectif principal qui est ajouter de la fonctionnalité dans une application. Il doit être fiable, parce que si un test n'est pas fiable, quelle est la confiance qu'on peut avoir dans ce test? C'est-à-dire que s'il échoue aléatoirement, à un moment donné, on va l'ignorer, on va le laisser dans un coin, on va dire attends, celui-là il échoue tout le temps, ça sert à rien que je le regarde, il va fonctionner demain. Et le jour en fait où il y a un vrai problème, on ne le voit pas. Et ça doit être durable. Donc c'est-à-dire il faut que la librairie soit résistante au changement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une toute petite modification dans votre projet ait un impact sur tous vos tests. Sinon, à chaque fois, vous devez redévelopper tous vos tests, c'est juste une galère pas possible. Et donc moi, je viens du monde Java, donc back, et donc quand je suis arrivé sur Android, j'ai voulu voir quels outils étaient disponibles. Donc comme tout bon développeur Android, je suis allé sur le site de Google pour voir comment on peut faire des tests. Et là, j'ai vu qu'il y avait la classe instrumentation qui permet d'avoir des interactions avec l'application que l'on veut tester. Et il nous donne ce petit bout de code. Alors ça, c'est environ 6-7 lignes juste pour modifier la position d'un spinner, fermer l'activité, la relancer et revoir si c'est sauvegardé. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ouf, ça a l'air un peu compliqué quand même. Donc pour le coup, j'ai fait quelques recherches pour voir s'il n'existait pas des librairies qui pourraient me faciliter la tâche. C'est là que j'ai découvert qu'il existait une première librairie qui s'appelait Robotium. Donc Robotium, c'est une librairie open source qui est actuellement en version 5.2, 5.2.1, quelque chose comme ça. Et en fait qui est en quelque sorte le pendant Android de Selenium. Donc c'est vraiment la même mentalité de librairie, c'est vraiment du Selenium pour Android. Et récemment, on a l'équipe qui développe les applications Google+, et d'autres, Ads et bien d'autres, qui en fait en interne ont arrêté d'utiliser Robotium et ont développé leur propre librairie de test qui s'appelle Espresso. Donc Espresso est actuellement en développeur preview. Et voilà. Donc maintenant, nous allons voir comment on peut mettre en place ces deux librairies dans nos projets. Alors, toutes les questions maintenant de dépendance Gradle. Donc pour Robotium, c'est rodé, on a juste la dépendance Robotium ajoutée. Une petite librairie supplémentaire qui est pratique est quand même Assergy, donc pouvoir faire des assertions quand on va pouvoir récupérer des vues. Donc c'est quand même, ça va bien de pair avec Robotium. Pour Espresso, c'est un peu plus compliqué. Alors si on doit suivre ce qui est marqué sur le site, on est censé récupérer les jars sur le site de Google, de code.google.com, les mettre dans notre application et les mettre en dépendance Android Test Compile, avec aussi les dépendances dont il a besoin, qui sont Guava, Dagger, Amcrest. Il faut penser aussi à rajouter ce petit bout de code
Parce qu'en fait, les jars Amcrest embarquent tous un fichier qui va être la licence ou le notice, qui fait que ça bloque la phase de DEX, vu qu'on ne peut pas avoir plusieurs fois le même fichier. Et heureusement, notre ami Jack Wharton nous a gratifié d'une nouvelle librairie, enfin plutôt d'un port Gradle d'Espresso, pour pouvoir l'ajouter plus simplement à notre projet. Donc pour le coup, maintenant, pour pouvoir importer Espresso, il n'y a plus que 2 lignes, qui sont juste le Espresso et Espresso Support Vigade pour tout ce qui est les interactions avec le Navigation Drawer. Par contre, cette partie-là est toujours importante. On est toujours obligé de l'utiliser. Maintenant qu'on a donc préparé, donc on a les dépendances qui sont prêtes, on va devoir choisir son test runner. Alors le test runner, Robotium utilise le test runner du STGA. Par contre, Espresso lui nécessite un test runner spécifique. On va en discuter au slide suivant. Et en fait, pour pouvoir le modifier dans le build.gradle, on va dans le default config et il faut juste préciser cette classe-là. Et donc finalement, qu'apporte ce Google Instrumentation Test Runner? Mais en fait, il va garantir que le onCreate de l'application est finalisé avant le début des tests. Pourquoi on doit vraiment garantir ça? Tout simplement pour pouvoir assurer que l'application soit dans un état stable avant de pouvoir débuter la phase de test. Elle doit aussi assurer que quand l'instrumentation est terminée, toutes les activités qui ont été lancées ont été finies. Donc c'est le coup, par exemple, quand Robotium on utilisera le solo finished open activities, dans Espresso on n'aura pas besoin. Elle a aussi un monitoring des activités plus fiable, c'est-à-dire qu'à tout moment, elle sait quelle activité est dans quel état. C'est-à-dire, si par exemple vous avez lancé 2 activités, elle va repérer qu'il y en a une qui est en statut resumed et une autre qui va passer au statut stopped. Et en fait, au moment où le test termine, c'est là qu'elle va pouvoir parcourir toutes les activités qui ont été ouvertes et les finir si besoin est. Et l'avantage, c'est qu'en fait, vous pouvez utiliser ce test runner aussi avec Robotium. Ça veut dire qu'il n'est pas uniquement compatible avec Espresso. Vous pouvez l'utiliser quelle que soit votre librairie de test et donc bénéficier des fonctionnalités de ce test runner. Alors pour initialiser un test, Robotium, c'est assez classique. On hérite toujours de la fameuse classe Activity Instrumentation Test Case 2, très joli nom. Et dans le setup, on va initier un objet qui s'appelle Solo, que je décrirai un peu plus loin, dans lequel on va passer l'instrumentation, la classe d'instrumentation, et l'activité qu'on va lancer. Il ne faut surtout ne pas oublier d'appeler la méthode Finish Open Activities, pour que si jamais au test suivant, vous réutilisez la même activité, qu'elle revienne dans un état initial et pas dans l'état dans lequel elle a été arrêtée. Donc ça, c'est important pour garantir l'état dans lequel on va se trouver au moment où on va faire notre test. Pour Espresso, c'est juste un petit peu plus simple. Dans le setup, on appelle le getActivity. Parce que pour rappel, le getActivity, en fait, c'est la méthode qui va lancer l'activité du test. Donc pour le coup, Espresso ne va pas le faire pour vous. Vous êtes donc obligé de le faire dans le setup. Et là, maintenant, nous allons passer à la phase pour voir comment on s'exprime avec chacun de ces langages. Enfin, chacune de ces librairies plutôt. Donc en ce qui concerne l'API de Robotium, on va dire qu'elle est assez simple. Il y a une classe qui s'appelle Solo. Et en fait, autour de cette classe-là va graviter un ensemble de fonctions, comme le getView, le goBack, par exemple le click on action bar item, le scroll to bottom. Il doit y avoir plus d'une centaine de méthodes pour pouvoir interagir avec les différents composants d'Android. Et cette API, elle a un petit défaut, c'est que parfois elle n'est pas constante. Comme par exemple, quand on fait un click on view, elle va prendre un paramètre, un entier, qui en fait est la ressource que l'on veut manipuler. Mais par contre, quand on va faire un click on button, ça va être toujours un entier, mais ce sera l'index du bouton dans la vue. Donc pour le coup, un click on button 0 et un click on view avec une autre valeur, ça n'a pas du tout le même sens en fait. Donc il faut bien faire attention. Avant de passer, un petit exemple. Alors ici, on va donc essayer de cliquer sur un bouton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un getView sur, par exemple, l'ID myButton. Et on va faire une insertion avec srg. On va, par exemple, vérifier qu'il a le texte myButton et qu'il est visible. À ce moment-là, on va appeler la méthode clickOnView en passant en paramètre le myButton. Classique. Vous avez bien à lire ou c'est un peu petit? Ça va. Alors, qui dans la salle connaît Amcrest? Ok, j'ai bien fait de rajouter les slides. Amcrest, en fait, c'est une librairie de matchers. C'est-à-dire qu'elle va permettre de définir déclarativement des règles de matching. Par exemple, ça c'est par exemple en JUnit qu'on peut écrire ça. Donc on fait un asserzat hello equal to hello. Et en fait le equal to c'est juste un matcher de string. Donc ce que ça va faire, ça va matcher que ce qui est passé à gauche correspond bien à ce qui est appelé dans la méthode equal to. Après on a un peu de sucre syntaxie. Donc il y a aussi la méthode par exemple is.
Donc ça peut remplacer le equal to. Donc au lieu d'avoir un equal to qui est un peu long, on peut faire un assert stat, hello, is, hello. Voilà. Donc là, c'est pour les cas basiques. Mais en fait, il y a plein de matchers disponibles. Par exemple, on a des matchers logiques, comme Olof, qui va garantir que un ensemble de matchs, si vous lui passez un paramètre des matchers, il va garantir que tous les matchers retournent true en fait, dans leur méthode de matching. Il y a le not pour faire la contradiction, il y a par exemple le instance of pour vérifier l'instance d'une classe, le asProperty pour vérifier la valeur d'un champ d'un objet Java, et on peut aussi faire du equal to ignoring case, pour par exemple faire un equal to sur les chaînes de caractères en ignorant la casse. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on peut faire de la composition avec les matchers. Donc, c'est-à-dire qu'on peut prendre un ensemble de matchers et faire de la composition entre eux. Et en fait, ça va juste faire une cascade de méthodes de match. Et donc, plus vous rajoutez des matchers, finalement, plus vous allez être restrictif sur votre recherche. Et ça, ce sera très utile plus loin dans la présentation. Alors, je vais juste vous montrer comment on peut faire un custom matcher, pour vous montrer qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Par exemple, on va faire un matcher qui va, par exemple, dire que ce n'est pas un nombre. Donc quand vous héritez par exemple d'un type safe matcher, donc on va dire qu'on va faire un matcher pour des doubles, on doit juste surcharger deux méthodes. Alors la première c'est describe2. En fait c'est juste une description de ce que fait le matcher. Donc c'est très utile dans la partie de quand vous allez lire les logs. Et en fait ce qui est vraiment essentiel, c'est le matches safely, qui en fait va prendre en paramètre un input et va retourner true si ça match. Et dans notre cas on retourne true si le nombre n'en est pas un. Et après, il est très courant de faire donc une factory, qui est juste là, qui est tout simplement une méthode statique qui va retourner une nouvelle instance de ce matcher-là. Donc, on pourra maintenant, on pourra utiliser un not a number en passant un paramètre, un entier. Donc maintenant qu'on connaît un peu plus comment fonctionne Amcrest, on va pouvoir voir l'API d'Espresso. Alors, Espresso a toujours un point d'entrée, qui est la classe Espresso, et qui propose deux méthodes. OnView pour faire des recherches sur les vues, et OnData pour faire des recherches sur des vues qui sont bindées sur des adapteurs, comme les ListView par exemple. Et on voit donc qu'elles prennent en paramètre des matchers. D'un côté, on a des matchers de view pour le OnView, et de l'autre côté, des matchers d'objets pour le OnData. Et donc, avec Espresso, il y a trois composants essentiels. Le premier, ce sont les view matchers. Donc, ce sont des méthodes utilitaires pour pouvoir rechercher plus facilement des vues dans une hiérarchie. Par exemple, on peut avoir withID pour rechercher une vue par ID. On peut avoir withText pour retrouver une vue qui a un certain texte. Et il y en a une qui est assez sympa qui s'appelle par exemple aSibling, qui prend en paramètre des matchers de view, qui permet de chercher une vue qui par exemple est à côté d'une autre. Donc par exemple, je veux cliquer sur le bouton qui est à côté de tel texte. Donc ça peut être assez intéressant. Ensuite, on a les view actions. Alors les view actions, c'est tout simplement pour pouvoir faire des actions sur les composants, enfin sur les vues, comme par exemple le clic ou rentrer du texte. Et on a ensuite des assertions. Donc pour le coup, assertions, on a does not exist. Et ensuite, on a une méthode qui s'appelle matches, qui prend elle aussi en paramètre des matchers de view, pour pouvoir faire d'autres vérifications sur des vues. Et comment ça se passe finalement pour pouvoir faire un test? Tout simplement, quand on appelle le onView, en fait, ça va créer un objet qui s'appelle une view interaction ou une data interaction si on appelle le onData. Et avec cette view interaction, vous avez deux possibilités, c'est appeler perform ou appeler check, ou les deux. En fait, vous pouvez chaîner les appels perform et check, il n'y a pas de problème. En fait, à chaque fois que vous appelez perform, ça retourne la view interaction. En fait. Et en fait, le perform, lui, prend en paramètre la view actions. Donc quand vous appelez le perform, ça va réaliser l'action que vous passez en paramètre. Mais vous pouvez aussi passer plusieurs actions. Donc c'est assez intéressant. Pareil, le check, vous pouvez passer une assertion ou plusieurs. Là, c'est là ce qu'on va voir, que le perform prend le view action et le check, le view assertions. Un petit exemple. Alors, au début, ça paraît un peu complexe, mais on va voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc on appelle un onView, et là on va utiliser un matcher Amcrest, qu'on a vu tout à l'heure, que c'est all-of, qui signifie que toutes les conditions doivent être remplies. Et le all-of, il contient quoi? withID, donc myButton, withText, le texte myButton. À ce moment-là, ça m'a retourné une vue interaction, et je peux appeler par exemple la méthode check. Check, avec en paramètre matches, donc une méthode qui va en fait vérifier que les assertions, donc les matchers passés en paramètre marchent tous. Et on lui passe isDisplayed.
Alors attention, le isDisplayed n'a pas exactement le même sens que le isVisible de SRG. Parce que le isVisible de SRG va vérifier que le paramètre visibility de votre vue est à visible, alors que isDisplayed va garantir que la vue est affichée à l'écran. Donc c'est-à-dire que s'il n'y a pas plus de 80% de la vue qui est affichée à l'écran, le isDisplayed va retourner false. Donc c'est assez intéressant comme méthode. Donc à ce moment-là, on check que la vue est affichée à l'utilisateur, et à ce moment-là, on peut faire un perform click. Donc ça, c'est la forme verbeuse de cette assertion. Avec une petite extraction de méthode, on peut vite se retrouver avec onView, with ID and text, myButton, et donc le texte myButton. Toujours faire la vérification et performer le clic. Et avec encore une autre modification, en fait, ce qui se passe, c'est que le perform click il va échouer si jamais le bouton n'est pas cliquable, donc s'il n'est pas affiché à l'écran. Donc pour le coup, le check isDisplayed est complètement superflu. Donc pour le coup, on peut se retrouver avec juste une ligne qui est sur la vue avec l'ID et le texte myButton, je performe un clic dessus. Par contre, attention, parce que la philosophie d'Espresso, c'est que vous n'aurez, contrairement à Robotium, vous n'aurez jamais accès à la vue que vous allez manipuler, sur laquelle vous allez faire des vérifications. C'est Espresso qui va s'occuper de ça pour vous, pour des raisons de finalement plus de sécurité qu'autre chose, pour éviter de leaker des objets dans vos tests. Par contre, le fait d'avoir cette philosophie fait que si les critères de recherche ne sont pas assez restrictifs, donc c'est-à-dire que plusieurs vues matchent les conditions passées en paramètres, il y a une exception qui va être lancée dans votre test qui sera ambiguous view matcher exception. Donc à ce moment-là, vous devez trouver des règles supplémentaires pour pouvoir identifier de manière plus fine la vue que vous voulez manipuler. Donc maintenant, nous avons vu leur API, nous allons voir comment on agit avec les différents composants d'Android. Par exemple, pour les ListView, généralement avec Robotium, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser du click on text, c'est-à-dire on va repérer un texte dans la vue, et lui va automatiquement scroller pour aller directement dessus et cliquer. Si jamais un texte apparaît plusieurs fois, on peut utiliser le deuxième paramètre qui dit je veux cliquer sur la deuxième ou troisième occurrence de ce texte-là. Et il y a une autre méthode qui est, quel que soit l'état du scroll, je clique à la deuxième ligne de la liste. Pour Espresso, à ce moment-là, on n'utilise pas le onView, mais le onData. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Espresso ne va pas s'amuser à chercher la vue avec telle donnée, donc c'est-à-dire à faire scroller la liste. Il va d'abord chercher dans l'adapteur la position qui correspond à la donnée qu'on veut trouver, faire remonter la vue pour pouvoir interagir dessus ensuite. Donc c'est pour ça que là, on ne va pas matcher des vues, mais on va matcher la position dans la donnée dans l'adapteur qui nous intéresse. Et en fait, Espresso va s'occuper de savoir à quelle position elle est pour pouvoir remonter la vue qu'on va manipuler. Donc par exemple, dans le cas où on a juste une isView donc qui est mindée par un adapteur qui retourne des strings, on va juste faire un onData, all-of, donc is instance of string.class, pour dire que je veux un adapteur qui retourne des types string et qui a le texte, donc text to find. À ce moment-là, on peut performer un clic dessus. On a d'autres méthodes, par exemple, on peut dire sur l'adapteur qui retourne des types string, je veux cliquer à la position 0. On peut aussi préciser l'adapteur view concerné, c'est-à-dire on peut dire que finalement je veux vérifier dans l'adapteur de cette list view que le texte est bien présent et que je puisse cliquer dessus. Et après on peut aussi interagir avec les vues enfants d'une ligne, c'est-à-dire que par exemple si vous avez donc une list view avec par exemple des boutons à côté, vous pouvez, pour chaque ligne vous avez un bouton, vous pouvez dire matcher une position et dire dans la vue enfant de cette position-là, de cette ligne-là, je veux cliquer sur tel élément. Voilà. Mais pour le coup, ça c'est le cas d'un string, c'est un cas assez simple. Maintenant, comment on fait par exemple si un adapteur retourne un objet de type item, avec un name, un item content? À ce moment-là, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'il faut par exemple faire un onData, donc on cherche un instance of item.class. Et ensuite, on utilise le matcher Amcrest qui s'appelle asProperty avec la propriété qu'on veut matcher qui est name avec la valeur qui est name2find. C'est à ce moment-là qu'on peut créer notre propre matcher pour pouvoir simplifier l'utilisation et qui pourra être réutilisable ensuite. Et donc comment ça fonctionne? Un peu comme on a vu pour le matcher précédent, on va utiliser juste un autre type de matcher qui sont les bounded matchers. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est juste que ce premier paramètre, ici, le premier type qui est déclaré ici, en fait, ça va définir le type de matcher retourné. Et le deuxième ici va juste définir le type d'objet qu'on va manipuler. Donc ça veut dire les types d'objets qu'on va avoir en entrée.
Donc c'est-à-dire que je vais faire un matcher d'objects qui en fait prend en paramètre des items pour pouvoir appliquer la règle de matching dessus. Et après, pareil, c'est très simple, c'est juste on décrit ce que fait le matcher. Donc par exemple, on ajoute du texte, je fais la recherche avec le nom et on ajoute ensuite la description. Et ici, en fait, on aura juste pris en paramètre un matcher de string, et donc on va juste vérifier que l'item name correspond bien à la bonne valeur. En fait, on va déléguer au matcher de string de vérifier si ça correspond bien, si le nom correspond bien à notre recherche. Parce que le equal to name to find, en fait, c'est un matcher de string, donc c'est ce qui est ici passé en paramètre, et donc il appelle la méthode matches pour pouvoir vérifier que c'est la bonne valeur. Et maintenant, comme on peut voir tout à l'heure, c'est que ça prenait genre 3 lignes pour pouvoir écrire le onData. Là, en une ligne, on peut juste dire onData with item name equal to name to find. On performe un clic dessus. Les WebViews. Alors les WebViews, c'est aussi un autre composant qui peut être utilisé dans les applications Android. Et avec Robotium, on a possibilité d'interagir avec. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, récupérer un WebElement, on peut cliquer dessus. Et après, en fait, ces deux méthodes prennent en paramètre un type by. En fait, le type by, ce sont des types de recherche. On peut rechercher by ID, on peut rechercher by class name, par contenu, par nom. Par contre, il faut faire attention, c'est qu'on ne peut pas rechercher, par exemple, un élément avec qu'une certaine classe. Il faudra penser à définir toutes les classes que définit l'élément. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de règles de regex applicables pour ces types de recherche. Donc pour le coup, c'est un peu gênant. Pour Espresso, c'est en travail, et il n'y a pas de possibilité de tester les WebViews avec Espresso. Actuellement, sur le projet Espresso, il parle d'une API qui devrait venir, mais pour l'instant, on n'en voit pas le jour. Ensuite, un autre composant bien connu des applications Android, c'est maintenant le Navigation Drawer. Alors avec Robotium, on a toujours une méthode qui correspond bien, qui s'appelle setNavigationDrawer, en précisant le statut. Par contre, il y a une petite subtilité, c'est qu'il faut absolument que votre Navigation Drawer se nomme et pour ID Left Drawer. Si jamais il n'a pas cet ID-là, vous ne pourrez pas ouvrir ou fermer votre Navigation Drawer. Enfin, sauf en utilisant la méthode swipe, mais bon, c'est quand même dommage de ne pas avoir le nom de la méthode qui fonctionne bien. Pour Espresso, en fait, on appelle la méthode OpenDrawer ou CloseDrawer du Drawer Action, en passant en paramètre l'ID du drawer pour pouvoir que l'on doit ouvrir en fait. Pour ce qui est de l'action bar, Robotium dispose de la méthode ClickOnActionBarItem. Et pour ce qui est de l'action bar overflow, on doit passer par un hack qui est de lancer un événement ClickOnMenu pour le faire apparaître. Pour ce qui est de Espresso, donc pour une action de l'action bar, c'est tout simplement on passe l'ID de l'action sur laquelle on veut cliquer, et ça fonctionnera. Et pour l'action bar overflow, il y a une méthode dont le nom est un peu à rallonge, qui est OpenActionBarOverflow or OptionsMenu, qu'il faut passer en paramètre le target context pour pouvoir l'ouvrir. À ce moment-là, on pourra cliquer sur l'action avec le texte passé en paramètre. Pour le back button et le keyboard, tout simplement pour Robotium, on a la méthode goBack, qui sert à la fois donc revenir en arrière, mais aussi pour fermer le menu. Et pour Espresso, on a la méthode pressBack et close_of_keyboard. Mais ce qui fait aussi qu'une librairie est utile, c'est qu'elle ait des messages d'erreur explicites. Alors si on fait un petit test, je me suis amusé juste à mettre un getView d'un ID qui n'existe pas dans une vue, et Robotium me retourne juste, la vue avec l'ID 1, 2, 3, 4 n'a pas été trouvée. Elle n'a pas été trouvée, j'étais dans la bonne activité, où est-ce que j'étais à ce moment-là? En fait, c'est à nous de mettre autour des outils comme des screenshots pour savoir où est-ce qu'on était à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que pourquoi la vue n'était pas là. Espresso, lui, a un fonctionnement un peu différent. Alors, il va retourner donc un noMatchingViewException, mais ce qui est sympa, c'est qu'il va loguer la hiérarchie de vues. Donc en fait, il va loguer tous les éléments qui étaient présents à l'écran, et ça va vous donner pas mal de paramètres, comme par exemple la visibilité, la taille de l'élément, s'il est activé ou non. Et ça vous permet parfois de voir que vous n'étiez pas du tout dans l'écran dans lequel vous pensiez. Donc pour le coup, peut-être qu'il y a une erreur dans votre test, et donc pouvoir le corriger. Donc c'est assez pratique parce que ça donne un contexte au niveau de l'erreur, qui est « Ok, la vue n'a pas été trouvée, mais voilà la hiérarchie de vue, est-ce normal ou non ?» Donc maintenant qu'on a vu comment s'exprimer de manière unitaire, c'est-à-dire faire une action, comment on enchaîne? Comment on peut faire plusieurs actions différentes? Alors pour rappel, quand on lance une application de test, l'application de test s'exécute dans un thread qui est différent du thread d'UI de l'application. Et donc
quand deux threads doivent intervenir, il y a toujours une question de synchronisation. Et en fait, ces deux librairies gèrent la synchronisation de manière complètement différente. Robotium, lui, fonctionne sur le principe de wait and see. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous lui demandez, par exemple, d'attendre une activité, en fait, il va se mettre en pause et puis se réveiller de manière régulière pour vérifier si l'activité a été lancée ou non. Ou par exemple, on peut attendre une condition. Donc, pareil, il va se réveiller régulièrement, checker la condition. On peut passer en paramètre un timeout. Donc si jamais le timeout est dépassé, à ce moment-là, ça va partir en erreur. Ou on peut par exemple aussi faire du wait for dialog to open. Donc ça c'est pour tout ce qui est dialogue. Donc un test finalement à quoi ça va ressembler, c'est que imaginons on a un écran sur lequel on a un bouton qui lance une activité. Ben, généralement, on va faire un click on view start activity button. On va appeler un wait for view pour attendre que la vue dans le nouvel écran soit affichée, pour pouvoir ensuite interagir dessus. Parce que si jamais on faisait deux click on view successifs, le deuxième échouerait vu que l'activité n'aurait pas eu le temps de se lancer. Bah, pour Espresso, c'est complètement différent. Parce qu'en fait, c'est là que va entrer en jeu le Google Instrumentation Test Runner, car grâce à lui, Espresso va avoir un monitoring plus fin des activités et des ressources de type Asana Task. Et donc pour le coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser le thread UI, voir dans quel état il est, et dès qu'il détecte que le thread UI est idle, donc il ne fait plus rien, ben c'est là qu'il sait qu'il va pouvoir continuer son action. Donc en fait, il n'y a plus de wait. C'est vraiment, on ne fait pas de sleep, c'est vraiment, on va juste attendre que le thread UI est idle, et hop, dès qu'il est inactif, je peux faire mon action, je sais que tout est bon, je peux continuer. Donc c'est pour ça que, comme tout à l'heure, là j'appelle donc onView with ID start activity button, ben, je performe un clic. Dans la foulée, je peux appeler ma deuxième méthode, parce qu'en fait, le perform ici, il va être bloquant jusqu'à temps que l'activité soit lancée, complètement terminée d'être créée, et que le thread UI soit idle. Et donc on peut de suite enchaîner des actions utilisateurs, et c'est ça qui fait la force en fait d'Espresso comparé à Robotium. Mais il arrive des cas où le thread UI est idle, mais actif. Enfin, que le thread UI est idle, mais l'application elle est active. Imaginez par exemple, vous lancez une activité et que vous allez récupérer des données en tâche de fond. À ce moment-là, le thread UI il va passer en idle parce qu'il n'a plus rien à afficher, mais vous avez des threads en background qui vont tourner pour récupérer les données. À ce moment-là, Espresso, il faut l'informer que des données, qu'il y a des threads, enfin des actions qui sont en cours, et qu'il ne faut pas qu'ils continuent ces interactions. Donc pour le coup, il faut enregistrer ce qu'on appelle des idling resources, c'est-à-dire des ressources qui peuvent rendre le thread UI idle, mais que l'application, elle, ne l'est pas, qu'elle est toujours en train qu'elle est toujours en train d'agir. Donc maintenant, un petit exemple, si jamais vous utilisez Retrofit, pour pouvoir prévenir Espresso qu'une action Retrofit est en cours, il suffit juste de déclarer un thread pool custom qui implémente idling resource et le passer en paramètre du builder Retrofit. À ce moment-là, c'est quand même, ça paraît un peu compliqué au début, mais il y a juste les deux méthodes qui sont liées au thread pool executor qui sont after execute et execute. Et en fait, la seule chose qu'il va faire, c'est que quand execute est appelé, on va juste incrémenter, et quand after execute, on va décrémenter. Et en fait, les deux méthodes qui viennent de idling resource sont isIdleNow et register transition callback. Et en fait, il faut juste que dans la méthode isIdleNow, retourner true quand le nombre de threads est à 0. Et il y a aussi juste ce petit bout de code qu'il faut penser à mettre. C'est en fait pour préciser à Espresso qu'on va passer du statut actif à idle. Donc c'est vraiment juste une petite modification à faire. Ça, c'est un code qu'on écrit qu'une seule fois, qu'on passe en paramètre, donc par exemple du builder Retrofit. Et Espresso est au courant que vous faites des actions avec Retrofit et vous n'avez plus besoin d'y toucher. Et donc pour enregistrer donc une idling resource, on a juste appelé la méthode register idling resource, seize, et passer le thread pool que l'on veut monitorer. Donc en conclusion, j'avoue que sur mon premier projet, j'avais fait une batterie test assez importante de Robotium, mais j'avais eu pas mal d'erreurs. En fait, pas mal d'erreurs du type d'erreurs aléatoires qui arrivaient, par exemple des search tests qui échouaient et on ne savait pas pourquoi. Et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps avec ces batteries tests à maintenir, et c'est vrai que c'était assez gênant. C'est pour ça que quand j'ai vu que Google allait sortir cette nouvelle librairie, j'ai voulu la tester sur un autre projet. Et c'est vrai que j'ai pu avoir plus de stabilité dans mes tests. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'était l'API qui était à la fois simple, mais aussi pas mal extensible. Du fait d'une grosse utilisation de la librairie Amcrest, finalement, il y a juste 3 méthodes qui sont dans Espresso, qui sont le onView, le perform et le check.
Mais après, tout ce qui est les méthodes WizID, ce sont juste des matchers, donc vous pouvez vraiment composer comme vous voulez et faire les matchers que vous voulez. Donc c'est ça qui fait aussi la force d'Espresso. Après, Espresso n'est pas parfait, parce qu'elle est actuellement en développeur preview. Elle a certains bugs qui sont bien gênants. D'ailleurs, sur notre projet, on a dû donc reporter des correctifs de bugs qui ne sont pas dans la version disponible sur le site de Google. Et d'ailleurs qui est disponible sur mon GitHub si jamais vous le récupérez. En fait, j'ai juste mis à jour le double espresso avec les versions corrigées, enfin quelques bugs corrigés d'espresso. Et c'est vrai que ces bugs-là étaient assez gênants. Donc pour le coup, si jamais vous voulez mettre en place des tests, je vous conseille d'essayer Espresso. Et c'est vrai qu'au premier abord, ça peut paraître un peu compliqué, mais on s'y fait vite. Et c'est vrai que les tests représentent plus des actions d'utilisateurs que les méthodes Robotium qui sont par exemple du style Gadio. Ce sont des actions que ne font pas l'utilisateur finalement. Un utilisateur, lui, quand il agit sur votre téléphone, sur votre application, ce sera simplement je vois une vue, je clique dessus, je veux taper un texte, je fais telle action. Donc voilà. Donc si jamais vous avez des questions, je me ferai plaisir d'y répondre. Bonjour. Bonjour. C'était très orienté interface graphique en fait, et la question que je me posais, c'est si je fais un découpage en couches, où je sépare mon accès des données avec mon traitement métier, comment est-ce que je pourrais vérifier juste mon traitement métier en injectant des faux objets qui ne sont pas récupérés d'Internet ou qui ne viennent pas des objets que j'aurais stockés dans le téléphone? Comment est-ce que je pourrais faire un test plus unitaire juste sur le métier en fait, de mon applicatif? Alors pour le coup, là c'est du test fonctionnel, donc tu ne vas pas tester unitairement avec Espresso. Espresso, c'est vraiment tu vas lancer ton application et voir comment elle interagit de manière réelle. Ouais. Là, ce que tu veux faire sera plutôt, si tu veux le faire, sera plutôt du test unitaire, et tu vas plutôt tester unitairement si par exemple, quand une fois que tu as récupéré un certain type de données, par exemple ta couche, je ne sais pas si tu as par exemple une couche de service qui va faire des adaptations dessus, ça c'est complètement unitaire, ce ne sera pas avec Espresso que tu vas t'amuser à faire ça. Espresso, c'est vraiment plus, tu vas tester l'application comme un utilisateur. D'accord, ouais, donc c'est vraiment les cas fonctionnels d'utilisation. Exactement. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Tu as fait la comparaison avec Selenium au début. Oui. Selenium, il y a une interface graphique pour écrire ses scripts, pour cliquer, pour faire ses scripts de test. Robotium a sorti Robotium Recorder. Et donc on peut utiliser ça pour faire ces tests. Mais après, il a le même défaut, c'est que ça repose sur les principes de slip. Donc pour le coup, si jamais tu as des services qui répondent pas forcément... en fait, nous, notre problème, c'est qu'on avait parfois le Wi-Fi dans notre boîte qui commençait à ramer. Et ça faisait échouer nos tests, tout simplement parce qu'on avait mis un timeout qui n'était pas suffisant. Donc pour le coup, c'est ça qui est dommage avec Robotium, c'est que vu que tu mets en place des slips, si jamais à un moment donné, tu as un temps qui est plus long que prévu, mais finalement tes tests font échouer alors que finalement tu n'as rien modifié et tu n'as rien cassé. Ouais. Et du coup, tu sais si sur Espresso, ils vont sortir ce même genre d'outils ou tu n'en as aucune idée? Non, je pense pas qu'il y aura d'outils. Là, c'est vraiment du développeur. C'est vraiment le développeur qui va écrire ses tests. Il y aura pas, je pense pas qu'il y ait d'outils pour faire ça. Ça marche, ok. Après, tu peux en faire un aussi. Salut, merci pour la présentation. De rien. J'aurais aimé que tu nous parles un peu de ton expérience personnelle, par exemple le temps que tu alloues à écrire des tests, à quel moment tu le fais, des bugs vraiment pénibles que tu aurais résolus avec ce genre de choses. Voilà, un petit peu ton sentiment là-dessus. Alors, je vais parler. Donc, j'ai fait 2 projets. Donc, le premier qui était avec Robotium. Et alors, sur ce premier projet, on est parti du principe, c'est on va écrire les tests au plus tôt. On va les faire tout de suite, on va écrire à chaque fois qu'on a fait une fonctionnalité, on va le faire. Et en fait, le problème, c'est que nous, nos écrans ont pas mal bougé entre-temps. Et on s'est retrouvé beaucoup de fois à réécrire les tests, juste parce que l'interface avait légèrement bougé. Donc ça, c'est vraiment le défaut de Robotium. Avec Espresso, on a moins ce problème-là, parce qu'il est quand même plus résistant aux modifications d'interface. Tant que tu gardes le même ID, et que par exemple, tu peux par exemple bouger un bouton de position, Espresso, lui, ça ne va pas l'impacter. Si jamais dans ton test Robotium, tu as fait avec Index, à chaque fois, tu es obligé de te refaire tous tes tests et vérifier est-ce que j'ai pas un bouton qui est apparu entre-temps avec cet index-là, entre cet index-là. Et c'est vrai qu'on perdait un temps fou en se disant mais qu'est-ce qui a changé, pourquoi c'était cassé. Et donc pour le coup, c'est vrai que c'était un peu gênant avec Robotium cette approche parce que dès qu'on faisait une modification de l'interface, on se retrouvait à avoir les tests qui cassaient. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se retrouvait à avoir sur une sprint de 10 jours, à avoir des fois 2 jours complets juste à corriger les tests parce qu'on avait pas mal de bugs. Avec Espresso, on avait moins ce problème-là. Et par contre, on a eu aussi une autre philosophie, c'est qu'on attendait que l'écran soit quand même assez stable avant de commencer à faire des tests fonctionnels.
Parce que faire finalement des tests fonctionnels sur un écran qui n'est pas déjà exposé à un utilisateur et qui risque de vraiment bouger pendant la phase de développement, finalement ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. En fait, je trouve que les tests fonctionnels sont quand même très utiles pour des écrans qui sont déjà pas mal finalisés et dont on veut garantir qu'il n'y a pas de régression dans leur fonctionnement. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une stratégie à adopter quand on veut écrire des tests fonctionnels. Enfin, si tu veux pas perdre de temps. Est-ce que ça vaut le coup pour une petite application, j'imagine qu'on peut faire le test à la main vite fait avant de... Après, c'est juste le nombre de fois que tu vas faire. Après, ça dépend le nombre de fois que tu releases, le nombre de fois que tu veux faire tes tests. Mais par exemple, nous, en entreprise, dans notre entreprise, on livre tout à chaque fin de sprint l'application. Et pour le coup, comment tu peux faire pour... si à chaque fois on devait tester pendant 2 heures l'application à chaque fois que tu livres, bah, c'est chronophage finalement. Donc pour le coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que tu mets 2 heures à écrire les tests. Bah après tu écris 2 heures, mais après il se réexécute à chaque sprint. Donc Okay. pour le coup, tu les perds une fois, mais tu le refais pas à chaque fois. Et en plus tu automatises genre avec Jenkins, donc tu lances ton build, et en fait ça déploie sur les téléphones, et après ça exécute tes tests. Donc pour le coup, il y a pas de... Enfin, tu perds du temps à écrire les tests au début, mais après tu en gagnes à ne pas les réexécuter à la main à chaque fois. Okay. Merci. Du coup, tu as parlé au début de temps d'exécution des tests entre Expresso et Robosom, lequel va plus vite? C'est Espresso qui va plus vite parce qu'il n'attend pas en fait. Pour le coup, en fait, après, ça se voit pas de manière unitaire sur le test, mais sur des grandes batteries de tests, tu commenceras à le voir, en fait, tu commenceras à le ressentir. Par exemple, sur un de nos projets, donc, on avait à peine 80 tests Robotium, et il mettait plus de 45 minutes à s'exécuter, donc c'est déjà énorme pour à peine 80 tests. C'est vraiment beaucoup. Ouais. Alors que sur un autre, on doit être à une trentaine ou quarantaine de tests, et ça mettait moins de 10 minutes. D'accord, pour le coup, c'était quand même pas négligeable. Après, c'est toujours l'application n'était pas la même, donc c'est vrai que c'est toujours dit. Enfin, ça, c'est un ordre de grandeur entre deux projets, mais ça se trouve, c'était pas forcément non plus les mêmes tests qui s'exécutaient. Donc pour le coup, je reste quand même modéré sur ces propos-là, mais de manière générale, Espresso est quand même légèrement plus rapide. Ça marche. Bonjour. Ma question elle est assez simple. C'est durant l'exécution des tests, aussi bien Robotium que sur Espresso, ça nécessite de lancer donc un émulateur et tout se joue visuellement ou comment ça se passe? Oui, c'est ça en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'on peut utiliser par exemple des outils comme Spoon qui va par exemple déployer sur plusieurs devices ou plusieurs émulateurs. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va repérer tous ceux qui sont connectés, donc que ce soit par USB ou émulateur lancé. Et à ce moment-là, il va déployer les applications, exécuter les tests et rapatrier les informations avec les screenshots qui sont pris. Donc pour le coup, c'est génial parce que quand on utilise, donc ça s'appelle Spoon, qui est développé par Square. C'est une petite librairie qui donc permet d'exécuter les tests de manière distribuée. Et donc ça permet de faire des rapports sous forme de page HTML où on voit tous les tests qui sont exécutés, ceux qui sont en rouge, ceux qui sont en vert. Et on a des rapports par téléphone et par version d'Android. Donc pour le coup, c'est vraiment un super outil. Donc c'est génial, par exemple, pour nous, on peut mettre ça sur une télé, et on arrive le matin, on voit que les tests sont toujours passés, et c'est un super feedback en fait. Et donc on peut décider de lancer un jeu de test sur plusieurs émulateurs différents, oui, avec des configs différentes. Bien sûr, mais en fait c'est fait exactement pour ça. Pour le coup, nous sur nos projets, on a genre peut-être une dizaine de téléphones, et en fait on les lance à chaque fois sur les 10 et en parallèle. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. En fait, on peut dire qu'on est passé par la même expérience que vous, parce qu'on a commencé par Robotium, et on est allé vers Espresso. D'accord. C'était le problème de fiabilité, on exécutait à un certain moment, on perdait trop de temps. Oui. Et on disait, on fait plus de tests Robotium. Et donc, en fait, après Espresso, on pense que c'est plus fiable. Mais maintenant, j'aimerais bien avoir votre expérience concernant la fiabilité. Est-ce que vraiment, en exécutant le test 2 fois, 3 fois par jour, vous aurez les mêmes résultats ou pas? Bah, clairement, moi j'ai vu quand même que c'était plus stable. Après, il y a toujours des tests qui sont toujours un peu flaky. Alors, il faut toujours penser alors, c'est une option qu'il faut toujours penser à désactiver sur un téléphone quand on lance des tests, c'est désactiver les animations. En fait, les animations, ça rend les tests un peu instables, surtout sur Robotium, mais aussi sur Espresso. Donc, il faut vraiment penser à décocher cette option. Faut vraiment aller sur le site d'Espresso où ils décrivent vraiment cette partie-là. C'est vraiment important parce que nous, on avait un test qui échouait et c'était juste qu'on avait oublié de cocher cette option-là. Donc pour le coup, il faut vraiment penser à le faire. Après, comme je disais, Espresso est en développeur preview. Donc pour le coup, il y a des bugs qui sont présents et ils ne sont actuellement pas corrigés sur la version Google Code.
Donc pour le coup, nous, ce que j'ai fait, c'est sur mon GitHub, j'ai pris Double Espresso. Et en fait, les bugs les plus gênants, il y avait déjà des personnes qui avaient proposé des correctifs dessus. Donc la seule chose que j'ai fait, c'est juste rajouter ces correctifs. Et donc dans mon projet, j'importe ma version patchée d'Espresso pour avoir moins de bugs. Par exemple, un bug qui était très gênant, c'est que quand je vous parlais du Google Instrumentation Test Runner, il y avait un bug dans la classe qui était Activity Finisher, dont le but était de finir toutes les activités quand le test se terminait. Sauf qu'en fait, il ne terminait que les activités qui étaient au statut Resume. Sauf qu'il y a des activités, nous, qui étaient au statut Stop au moment où le test se terminait. Et en fait, vu qu'il n'équilait pas, elle se retrouvait relancée dans l'état dans lequel elle était au test suivant, et ça le faisait complètement échouer nos tests. Donc pour le coup, nous, on a pris une version patchée d'Espresso. Donc le correctif est présent sur Internet, hein, c'est très simple, c'est juste une ligne à modifier. On a repackagé, on utilise cette version-là dans notre projet. Après, c'est vrai que parfois on a eu des petits soucis, notamment sur des view pagers, où parfois il avait du mal à pager. Oui. Mais à part ça, dès que c'est du clic sur bouton, du chercher du texte, c'est quand même largement plus efficace que du Robotium. Est-ce que vous faites les tests unitaires pour tous les scénarios ou vous contentez des scénarios nominaux? En fait, alors sur le premier projet, on faisait vraiment beaucoup de scénarios utilisateurs. Sur le deuxième, on a plutôt repéré les cas nominaux. Quels sont les cas nominaux qui font que notre application continue de fonctionner correctement? Et on a fait ces tests-là. Après, si jamais je devais commencer un nouveau projet, ce que je ferais, c'est faire une batterie de tests que j'appellerais Vito, qui doit être exécuté tout le temps, et donc qui serait genre exécuté une fois toutes les 2 heures ou une fois toutes les heures, par exemple. Et en fait, toutes les nuits, exécuter une batterie de tests beaucoup plus large pour vérifier beaucoup plus de fonctionnalités de l'application. Donc comme ça, en fait, sur une base d'une journée, on m'envoie de suite si les fonctions vitales de l'application sont bonnes. Et donc c'est-à-dire, est-ce qu'on peut donner l'application au client pour qu'il puisse la vérifier. Et après, dans la nuit, faire des batteries de tests beaucoup plus longues pour tester des cas plus tordus, et voilà. Ok, merci. Et bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as des pistes pour contourner le problème sur Espresso des WebView qui ne sont pas supportés? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans la présentation, mais c'est pas parce qu'on utilise Espresso qu'on ne peut pas utiliser Robotium. Donc, pour le coup, à ce moment-là, le seul moyen pour les WebView, c'est d'utiliser Robotium. Ok. C'est ce que j'avais demandé en deuxième, en fait. Voilà. Nous, c'est ce qu'on a fait. Ok, merci. Mais ça qui est bien, c'est que oui, si jamais tu n'arrives pas à faire quelque chose avec Espresso ou quelque chose ne fonctionnera pas avec Espresso, tu as toujours le fallback de Robotium qui sera là, et donc tu pourras l'utiliser. Et pareil, si jamais par exemple ça t'intéresse Robotium, par exemple vous n'êtes pas obligé de migrer tous vos tests Robotium d'un coup, vous pouvez juste commencer à mettre du Espresso au fur et à mesure, vous n'êtes pas obligé de tout réécrire, c'est ça qui est assez intéressant. Ok, merci. Une dernière question. Merci beaucoup. Merci à vous.